favoriserait un éventuel gouvernement souverainiste? J'en parle avec le vice-premier ministre Bernard Landry. Le critique peut-il cacher un charmant animateur? C'est complètement odieux ce que vous dites. Je suis convaincu que les autres invités sont pas du tout d'accord avec vous. Les arts et la culture s'animent à scène de la vie culturelle, en direct dès vendredi 21h. Calme, je dois rester calme, je dois... Elles sont le pour vrai. Je les vois dans le miroir. La vie est une longue suite de femmes qu'un écrivain se plaît à réinventer. Normand Chouinard dans Femmes en mémoire, le 8 octobre. Notre dernière découverte est si révolutionnaire que nous avons même pensé changer de nom. Voici le Michelin Alpin. Breveté mondialement, ces lamelles d'attaque en forme de Y se dédoublent en s'usant pour vous garantir une traction qui garde son mordant très longtemps. Même après 50% d'usure, il reste pleinement efficace. Le Michelin Alpin avec lamelles en Y, vous pouvez maintenant mettre un X sur l'hiver. Oui, on vient de partout pour manger de la galette et déguster de la petite caribou au Festival international de la galette de sarrasin de Louisville. Jeudi 5 octobre, c'est la journée de l'Ange d'or. Au programme, jeux, animation et compétition. Le tout couronné en soirée par un spectacle de Michel Louvain. Billets en vente au bureau du festival, réservés dès maintenant au 228-9993. Les fêtes avec nous au Festival international de la galette de sarrasin de Louisville. C'est un rendez-vous jusqu'au dimanche 8 octobre. Si Radio-Canada partait, c'est comme si une grande maison d'édition partait pour les romanciers, là. C'est un lieu de création unique. Bien sûr, d'autres peuvent faire des téléromans, mais qui a fait des téléromans qui ont l'ampleur de ceux de Radio-Canada? On a vu de très, très belles mini-séries, et des séries qui peuvent se continuer pendant 2 ans, pendant 3 ans, 4 ans, en gardant leur public. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de diffuseurs qui ont réussi ça au Canada. Je pense que Radio-Canada est tout seul. Et cette année encore, Radio-Canada diffusera plus de 190 heures de dramatique. Pour gagner le référendum, les forces du oui comptent sur cette police d'assurance qui est contenue dans la question référendaire, c'est-à-dire l'offre de partenariat qu'un gouvernement d'un Québec souverain ferait au reste du Canada. Ce soir, le chef du non, Daniel Johnson, a sommé le gouvernement de rendre public le texte de cette offre de partenariat. Les libéraux prétendent que le gouvernement serait en train de le rédiger. Ce matin, dans une entrevue qu'il m'accordait, Bernard Landry a nié tout ça. Il nous a par contre annoncé que toutes les études du ministre Le Hir seraient bientôt disponibles gratuitement. Voici l'entretien que j'ai eu avec lui. Monsieur Landry, bonjour. Bon dimanche. Monsieur Landry, du côté du Parti québécois, en tout cas, on ne veut pas commenter les sondages, mais la population les voit, les sondeurs eux-mêmes les commentent. Et ce qu'ils décrivent, eux, c'est un portrait qui ressemble à celui du printemps, où vous aviez dit à l'époque, je ne serais pas commandant en second de la brigade légère. Pourquoi vous acceptez de l'être maintenant? Premièrement, c'est la brigade lourde, là. C'est 3 partis politiques, puis c'est 3 grands courants historiques québécois, y compris le courant libéral représenté par Mario Dumont. 2. On ne commande pas les sondages, mais il y en a des hauts et il y en a des bas. Et il y en a un qui a atteint, sans le commenter particulièrement, celui de l'actualité, 55 %. Alors, la brigade lourde est à l'œuvre, et si vous vous souvenez de l'issue de la guerre de Crimée, ce sont les Franco-Britanniques qui l'avaient gagnée. Même s'ils avaient perdu la brigade légère en partie, en grande partie. Vous avez dit il y a quelque temps, pour qualifier un peu la campagne qui s'en venait, nous aurons le fardeau de la preuve, parce que le projet est complexe, le projet est... C'est vrai. Ce qui me frappe, et ce qui nous frappe dans l'actualité de la semaine qui vient de se passer, c'est que ça n'a pas été tellement une campagne de fond. Au contraire, vous avez joué d'une certaine façon l'argument de la peur en disant si vous votez non, les pensions de vieillesse vont diminuer, l'assurance chômage va diminuer. C'est pas vraiment une discussion de fond. C'était la semaine de l'injure plutôt, et elle n'est pas venue de notre côté. Il y a eu une rafale d'injures et de mépris pour l'intelligence. Quand Laurent Baudouin nous dit que le Québec est pas assez grand pour une multinationale, alors que la Suède en a 30, dont 15 sont plus grosses que Bombardier, il ne fait pas appel à notre esprit. Quand on dit des choses scatologiques sur le nom de Mario Dumont, c'est pas faire appel à l'esprit non plus. Quand Garcia veut nous écraser. Alors, c'est vrai que nous avons le fardeau de la preuve, mais on aimerait bien avoir à faire la preuve à des adversaires qui veulent discuter un peu avec une certaine dialectique. L'heure
doctrine, si je comprends, elle rentre dans 3 lettres du mot non, et puis en anglais, ça n'en fait plus rien que 2. Mais quoi, vous Là, dites que vous réagissez à eux mais plutôt que de faire votre campagne? on fait notre campagne depuis 25 ans, puis on est parti à 25, pas 25 25 personnes dont je ne faisais pas partie. Et on avance. Et cette proposition que l'on fait là, de partenariat, nous avons le devoir de l'expliquer, oui, mais c'est une formidable proposition qui conjugue les grands courants éternels de la liberté des peuples et de la souveraineté des nations et la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. C'est ce qu'il y a de plus avancé. C'est intéressant de discuter de ça. Moi, je veux en discuter. D'accord, et je veux qu'on en parle aussi, mais je voudrais finir un petit peu là-dessus, parce qu'il reste quand même qu'on retient que vous avez quand même fait une campagne cette semaine où vous dites si vous votez non, vos pensions de vieillesse vont diminuer. Ça nous a rappelé, à l'inverse, d'autres campagnes. Vous me rappelez mes 25 ans de militantisme pour la souveraineté. On s'est fait rabattre les oreilles avec la question des pensions depuis un quart de siècle. Voilà-t-il pas que dans le budget fédéral, on annonce que le système des pensions ne sera pas maintenu intégralement. M. Johnson dit c'est à M. Chrétien à dire ça, mais justement, c'est M. Chrétien et M. Martin qui ont dit ça. Alors, c'est d'être tout simplement réaliste de dire que cet argument des pensions, dont on s'est servi pour terroriser les aînés québécois pendant un quart de siècle, il était premièrement faux, relatif, et comme l'a dit Mme Monique Vézina, ancienne ministre responsable des aînés, il ne faut pas terroriser les aînés, ni de notre côté, ni de l'autre. Et Mme Vézina, de ce point de vue-là, elle sait de quoi elle parle, et puis elle est très rassurante, d'autre part. Et que les aînés ne s'inquiètent pas. Les progressistes québécois vont se battre à mort pour que leurs prestations soient maintenues et augmentées si l'économie le permet. C'est ça, notre message. D'accord. Mais pour parler du fond, là, si vous voulez porter la discussion sur le fond de votre projet, comment vous expliquez que le vendredi après-midi, le ministre de la Restructuration rende public de façon très étrange 37 études et qu'elles ne soient pas accessibles à moi ou à d'autres, à moins de payer 25 cents la photocopie et tout ça? Elles sont accessibles à tout le monde. Et est-ce qu'il n'y a pas eu dans toutes ces études-là un cafouillage absolument invraisemblable qui ne traduit pas cette volonté de discuter du fond? Pour illustrer les 3 lettres du mot non, ça ne prend pas d'études du tout. Hein? C'est du simplisme grossier. Pour illustrer un partenariat économique moderne dans un contexte de liberté des peuples, ça prend des études, ça prend de la réflexion. Il y a des choses techniques à expliquer. Alors, on ne fait pas avec une habileté suprême notre possible pour le faire. Mais moi, ce que je vous dis, et à quiconque, là, j'ai consulté le premier ministre sur cette question, toutes ces études sont disponibles et aux frais de l'État. Alors, toute rumeur, au contraire, là, doit être tuée dans l'œuf. On a intérêt à ce qu'on cesse de faire des plaisanteries grossières sur la taille de chevrette et qu'on en vienne... D'accord, mais est-ce que vous êtes satisfait? Et qu'on en vienne aux études. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont tout ça est sorti? Ben moi, j'aime beaucoup les études. Certaines sorties de force parce que l'opposition a dit qu'elles existaient. Non, rien n'a été sorti de force. Tout a été sorti quand c'était prêt, de un. Deuxièmement, moi, j'adore les études. Quand la politique a pris congé de moi, j'ai passé 10 ans dans le milieu universitaire. Il y en a des pour, des contre, des études. Il faut les aimer toutes, les regarder, puis après ça, se faire une idée. Et c'est ce qu'on demande à la population, et les études sont disponibles. Mais j'insiste sur le fait que ceux qui sont en face de nous et qui ont comme seule doctrine le mot « non » devraient nous dire, par des études ou autrement, ce qui va se passer après. Quand on a voté non en 80, ce qui s'est passé après, c'est que le Québec s'est fait reculer de plus d'un siècle et quart, sans compter que même l'acte de Québec est remis en question possiblement par le rapatriement unilatéral. Ça, c'est ce qui est arrivé en l'absence de toute étude. Il n'y avait même pas eu d'élection sur la question. Alors là, M. Johnson, M. Chrétien, pourriez-vous nous dire, pas besoin de publier 37 études, ce que vous voulez pour après? Bon. J'aimerais qu'on parle de vous plutôt que de ce que fait l'adversaire. Parlons de partenariat. Vous avez eu des discussions par personne interposée avec M. Martin cette semaine. À l'Assemblée législative de l'Ontario cette semaine, le premier ministre Harris a annoncé qu'on supprimerait 31 postes de députés dans les mesures d'économie qui sont annoncées. Comment pensez-vous vous proposer au Canada anglais éventuellement une nouvelle association qui inclura une assemblée du partenariat, un conseil du partenariat, un secrétariat permanent, même un tribunal? Comment pensez-vous que le Canada anglais, qui est en coupure partout, va accepter de se créer un 3e niveau de D'abord, les députés sont déjà là. Le niveau assemblée, là, c'est des députés québécois. Non, mais il y aura un 3e. Il y aura un 3e niveau selon votre projet, pour eux, là, pas pour nous. Formé de députés québécois.
dans notre projet. Deuxièmement, le Conseil, formé de ministres fédéraux et québécois déjà payés avec tout le Mais c'est un nouveau mécanisme pour eux. C'est un nouveau mécanisme incommensurablement plus léger que les centaines de comités fédéraux, provinciaux, de conférences de premiers ministres. Juste Meach et Charlottetown ont coûté plus cher que les institutions du partenariat ne coûteront pour des années. Comprenez-vous? Alors, c'est extrêmement léger par rapport à ce qui nous paralyse actuellement. Lucien Bouchard a évoqué cette semaine l'idée de lier aux éventuelles négociations sur le partenariat la fameuse question de la dette. On ne paierait ou on accepterait de reconnaître notre partie de la dette que dans la mesure où d'autres... Est-ce que vous, formellement, là, vous êtes prêt à nous dire aujourd'hui que c'est une éventualité, que vous lirez la question de la dette au reste? Il faudra... Je me suis déjà exprimé de façon très ferme avec une image que je reprends. On ne fonde pas un nouveau pays en volant son associé. Alors nous allons payer notre juste part de la dette. Sauf que M. Bouchard a dit, à juste titre, que le premier élément pour provoquer la négociation, et ça les experts américains l'ont dit, tous les experts neutres le disent, c'est ce partage de la dette. Il faut qu'il nous donne l'adresse où envoyer le chèque. C'est déjà le début de la négociation. Et soit dit en passant, et accessoirement, c'est la grosse motivation pour avoir l'union monétaire aussi. Parce que pour payer notre part, il faut le payer dans une unité de compte compatible avec celle du Canada. Est-ce que le partenariat doit être complété pour qu'on reconnaisse et qu'on paye notre partie de la dette? Ah non. Ça, c'est une question de principe. C'est le droit international. C'était dit à Bélanger-Campeau. Cette dette-là, monstrueuse, là, héritage de Trudeau, Chrétien, Lalonde, il faut hélas la payer. Il faut hélas la payer. Mais il faut payer notre juste part. Et il faut s'entendre aussi sur les modalités. Là. Ce que j'appelle l'adresse pour envoyer le chèque, c'est une image pour dire qu'il faut s'entendre sur les modalités. Et il y a un expert américain qui a dit la semaine dernière qu'il courrait après nous pour négocier. Et je pense qu'il a vu juste. Parce qu'ils veulent qu'on la paye, notre part. Et on veut la payer. Alors on a intérêt à s'entendre rapidement sur les modalités. C'est un incitatif beaucoup plus qu'une contrainte pour le reste. C'est très fort. Écoute, il y en a pour 600 milliards, puis notre nom n'apparaît pas dessus. C'est leur. Quand on discute du fond, tout ça, là, par exemple, l'histoire de la dette et tout ça... on revient toujours à la même question. Allez-vous la publier, cette offre-là, avant le 30 octobre? Elle est publiée, elle est sur la table. Vous, M. Lépine, qui avez une grosse expérience, vous avez une grosse expérience internationale que tout le monde reconnaît. Savez-vous que ce qu'il y a dans nos textes, là, l'entente et la loi, c'est plus élaboré que le traité de Rome en 1957 qui a donné naissance à la plus formidable union de tous les temps, de 250 millions de personnes. L'offre est sur la table. Ce qui n'est pas sur la table et ne sera sur la table qu'à la fin des négociations, c'est le traité. Le traité, c'est la loi des partis. Mais vous parlez de la dette, par exemple. Vous parlez de tout ça. Le projet de loi et le texte du 12 juin en traitent en 2 pages. C'est quand même un peu moins que ce qu'il y avait au départ du traité de Rome. Oh, non, vous n'avez pas vu l'entente. Pour revenir à l'histoire. Vous n'avez pas vu l'entente. Vous voulez qu'on aille dans les contenus? Enfin, c'est plus compliqué que les toilettes du monon, mais on va y aller dans les contenus. C'est quoi, là? C'est les 4 libertés. C'est ça la modernité économique, liberté de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, plus un appareillage institutionnel léger et à géométrie variable pour servir les 4 libertés. Non, ça vraiment, là, soyons de bonne foi. En fait, là, c'est la question de Bruxelles, si on veut prendre une autre image. La question de Bruxelles, c'était ça. Il nous reste à peine 1 minute. Imaginons que les électeurs sont des consommateurs avertis, je pense qu'ils le sont, hein, ils sont habitués à ces débats-là. Ils n'ont pas donc de texte plus détaillé de l'offre de partenariat que ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de garantie que ce partenariat-là sera négocié. M. Martin, vous n'êtes pas du tout d'accord là-dessus. Et ils n'ont pas surtout de deuxième chance de voter là-dessus. Bon. Est-ce qu'en 2 mots, on ne peut pas dire qu'en consommateur averti, ils ne devraient pas lire la question comme étant une question sur la souveraineté? En 2 mots, ça tombe bien. De l'autre côté, il y a juste 3 lettres. Les 3 lettres du monon qui en font 2 en anglais. Alors, soyons de bon compte. Nous, honnêtement, depuis des années, on met une proposition sur la table. Maintenant, elle est signée Dumont, Bouchard, Parizeau, les 3 grands courants depuis la Révolution tranquille. C'est quand même pas mal plus solide, ça, que le vide qui est en face. Mais ça demande plus d'efforts intellectuels, j'en conviens. M. Landry, merci beaucoup. C'est moi, Après, ils sont de retour. Où sont-ils passés? Suivez les célèbres détectives dans leurs aventures rocambolesques. Les enquêtes Jobidon, enfin sur vidéocassette.
Puis découvrez en primeur les tout premiers épisodes des belles histoires des pays d'en haut. Et que les labels soient fiers de nous voir. Ces vidéocassettes sont maintenant offertes dans tous les bons magasins. Des souvenirs qui s'oublient pas. La Disque vous invite à voter pour vos artistes préférés. Participez et courez la chance de gagner une Pontiac Sunfire. Vous trouverez les bulletins de vote dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le magazine Le Lundi, Éco-Vedette et dans les salles à manger des rôtisseries Saint-Hubert participantes où vous pourrez déposer vos coupons jusqu'au 15 octobre. Le nom du gagnant sera dévoilé lors du Gala de la Disque à la télévision de la SRC le dimanche 5 novembre prochain. Une collaboration de Molson Drive, des rôtisseries Saint-Hubert et de GM. Participez, vous pourriez gagner. Les Affaires, une présentation de CKTM Télévision. Le 23 septembre dernier avait lieu une soirée en hommage à tous les bénévoles du Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. En 1995, un tout nouveau programme de reconnaissance annuel a permis à 32 membres de différentes équipes d'être honorés. L'équipe Sécurité Hospitalité a été nommée équipe bénévole de l'année et a reçu un trophée perpétuel, lequel couronnera annuellement l'effort d'un groupe travaillant à faire de cet événement un succès. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières remercie tous ses bénévoles et ses collaborateurs. Du lundi au vendredi, surveillez la promotion, écoutez et regardez. C'est pas compliqué. Écoutez et notez la chanson Énergie d'aujourd'hui diffusée entre 9h et midi à CGB et regardez le magazine Aujourd'hui à CKTM Télévision entre 18h25 et 19h. À Mont-Signal, nommé le titre de la chanson et devenu finaliste pour le tirage d'un voyage pour 2 personnes à Disney World à Orlando en Floride. Du lundi au vendredi, écoutez et regardez une collaboration de CGB 102.3 et CKTM Télévision. Il y a toujours beaucoup de sondages en période électorale, peut-être un peu plus en période référendaire. Alors, raison de plus, peut-être pour les analyser rigoureusement, ce qu'on va faire à tous les dimanches avec Richard Nadeau, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir, Richard. Bonsoir, M. Dra. Alors, on va voir ensemble l'évolution, peut-être ce soir, des intentions de vote depuis la divulgation de la question, donc le 7 septembre, il y a 3 semaines. Alors, première semaine. Alors, première semaine, 3 sondages. Le oui récoltait 48 % d'appui, le non 52 %. Deuxième semaine, le oui, léger recul à 45 %, le non, progression à 55 %. Dernière semaine, 3 sondages, le oui est à 48 % et le non est à 52 % après répartition proportionnelle des indécis. Bien, justement, donc le 48-52 de la 3e semaine, c'est peut-être la photographie la plus actuelle ou la plus récente que nous ayons. Donc, effectivement, il y avait des indécis qui étaient répartis là. Dans quelle façon? Exactement. Il y avait un peu plus de 14 % de non-réponse. Pour en arriver au chiffre de 48-52, nous avons utilisé la méthode traditionnelle de la répartition proportionnelle des indécis. Combien d'indécis? 14, hein? Oui, un peu plus de 14. D'accord. Cependant, parce que le profil de ces non-répondants ressemble davantage à celui des fédéralistes et parce qu'historiquement, l'appui au parti souverainiste a été surestimé, d'autres méthodes empiriques ont été proposées. L'une d'entre elles consiste à octroyer 2 tiers de la non-réponse au non, dans ce cas-ci, et 1 tiers au oui. Dans ce cas-là, nous aurions comme résultat 47 % pour le oui et 53 % pour le non. Alors, un de moins au oui, un de plus au non. Exactement. Et la méthode, disons, la moins favorable pour le oui consiste à octroyer 3/4 de la non-réponse au non, 1/4 au oui, auquel cas nous obtenons 46 % d'appui pour le oui et 54 % d'appui pour le non. Alors, le meilleur score du oui serait finalement 48 et le meilleur du non serait à 54. Hein, c'est ça? Si on compare ça, ces 3 premières semaines de campagne référendaire actuelle avec la campagne de René Lévesque, référendum de René Lévesque. C'est intéressant, c'est une grande similitude, parce que si nous appliquons la même règle, 3/4, 1/4, ce que nous obtenions au début de la campagne de 80, c'est 46 % d'appui pour le oui et 54 % d'appui pour le non. Oui. Alors, nous connaissons le résultat du 20 mai, 40,4 pour le oui et 59,6 pour le non. C'est donc dire qu'il y aurait eu, durant cette campagne, un glissement du oui vers le non de l'ordre d'environ 5 à 6 points. Si ce même glissement se produisait cette fois-ci de la même façon, on obtiendrait le même résultat que le 20 mai 80, c'est-à-dire une victoire éclatante du non dans une proportion de 60-40. Cependant, si ce même glissement se produisait cette fois-ci du non vers le oui, nous obtiendrons alors
une courte victoire du oui, avec un pourcentage qui pourrait varier entre 50 et 52 %. Alors, le oui était en tête en 1980, c'est ça? Non, le oui... Au début? Le oui Au tout début? un recul, c'est ça. Un recul de 8 points. Et là, le non... C'est exactement, ce recul s'est accentué, il y a eu cette glissade. Et cette fois-ci, ça reste à voir, bien sûr. Donc, si on fait un bilan donc, de ces 3 semaines-là, jusqu'à maintenant, finalement, oui, ça donne quoi, je veux dire? Il y a eu quoi? 7 sondages qui étaient en faveur du non, c'est ça, jusqu'à maintenant? Il y a eu 8 sondages qui ont été réalisés jusqu'ici, plus de 8000 entrevues. Oui. Ce que cela donne, c'est 7 sondages qui ont donné une avance au non. Un seul a donné une très courte avance au oui. C'est le tout premier qui a été réalisé par la firme Léger & Léger, immédiatement après la divulgation de la question. Donc, il y a là une tendance assez lourde qui donne de façon assez systématique une avance au oui. Cependant, au non, ce qu'il faut noter, c'est que cette avance se serait réduite au cours de la dernière semaine, probablement à la suite des événements que l'on a connus, certaines déclarations malheureuses. Depuis la fin de semaine dernière. Merci beaucoup, Richard Nadeau. On vous retrouvera demain soir pour ce grand sondage. Somme, Radio-Canada, Le Devoir, La Gazette, Le Droit et, enfin, j'en oublie, et Le Soleil également. Hein? Merci beaucoup. Jean-François, vous avez deux commentateurs avertis avec vous. Oui, Bernard, pour conclure cette émission-là, justement, 2 observateurs qui sont souvent avec nous au point, entre autres, et qui sont des observateurs engagés, il faut le dire, je vous les présente tout de suite, 2 professeurs de sciences politiques. Stéphane Dion, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, sympathisant du non, et Guy Laforêt, professeur de sciences politiques à Québec, à l'Université Laval, sympathisant du oui. Bonsoir, M. Alors, allons-y tout de suite. Bernard Landry évoquait ça il y a quelques minutes. C'est une option qui dit-il, la campagne qui s'en vient, dit-il, fera appel à l'intelligence. On a vu M. Parizeau parler un peu plus du contenu même de la souveraineté ce soir. Est-ce que, à votre avis, on s'engage un peu plus vers le contenu, là, après les 2 semaines qu'on vient de voir, Guy Laforêt? M. Landry parlait d'efforts intellectuels. On fait encore le sondage. Si on se déplace un peu vers la Mauricie, bien là aussi, donc Jean Chrétien va être content d'apprendre ça. C'est son pays natal, n'est-ce pas, qui se prononce pour l'instant dans les sondages à hauteur de 46 % en faveur du non. Mais attention, ici, 46-42 en région, disons, c'est pas significatif. Nous, on interprète ça comme étant un vote très serré entre le oui et le non. Donc, prochaine région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien là, c'est un baume pour les forces souverainistes. Là, ici, il n'y a aucun doute. C'est le bastion péquiste depuis maintenant une vingtaine d'années et ça confirme qu'effectivement, le vote du oui ressemblera beaucoup au vote du PQ. C'est aussi la seule région, si ma mémoire est bonne, qui en 80 avait voté à majorité pour le oui. Comme région. Il y a eu quelques circonscriptions à travers le Québec, mais tout le Lac-Saint-Jean a voté effectivement oui. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, je vais vite, je le sais, mais il y a tellement de résultats. Donc Bas-Saint-Laurent, bien là, c'est une lutte très serrée. Et dans l'Outaouais, bien là, c'est un score facile pour le non. On peut le comprendre, j'imagine, en raison de la présence des fonctionnaires pour beaucoup. D'une part, et aussi une présence anglophone et une présence des fonctionnaires. Ça aussi, en 1980, sur la région de l'Outaouais a eu beaucoup moins voté oui que le reste du Québec, même en tenant compte de la composition. Et même dans les élections provinciales aussi, c'est une région libérale. Et dans le reste du Québec, là, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas été identifiées, là, ça donne un score de 46 en faveur du oui et 35 en faveur du non. Mais donc, il y a une direction très claire qui se dégage. Là. En gros, ce qu'on remarque, c'est que dans tout le reste du Québec, à la question de Montréal, disons, ce qu'on peut dire présentement, c'est que le oui et le non sont, disons, à peu près à égalité à ce moment, à part quelques exceptions. Sauf qu'il y a des grandes régions, un bassin de population important comme Montréal, qui font toute la différence parce qu'un vote, tous les votes comptent lors d'un référendum. Puis, pour terminer, je vous donne les résultats de 2 sondages aussi. D'abord, il y a Léger avec l'évolution. D'ailleurs, dans le Léger, on le voit là, du 7 et 8 septembre au 25 au 28 septembre, il y a une évolution en faveur du non, encore une fois, à 53,2 en faveur du non, après répartition des indécis dans ce cas-ci. Puis, il y a un autre sondage plus modeste par le nombre de personnes qui ont été questionnées. C'est un Decima Research qui est sorti cette semaine et qui donne, lui, avant répartition, donc 41,9 en faveur du non. Mais ça donne 52,48, je pense, une fois qu'on répartit. Donc, encore une fois, la tendance, si je puis dire, se maintient lourdement. Qu'est-ce que peuvent faire les forces souverainistes en ce moment pour espérer renverser la vapeur? Vous parliez tout à l'heure de catastrophes ou d'événements majeurs. Est-ce qu'ils peuvent encore marquer des points, c'est-à-dire orienter le tir dans leur stratégie de façon à changer les choses? Il y a certainement des choses à faire, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a eu un changement par rapport au mois dernier, où le oui était plutôt aux alentours de 45-47, et là, maintenant, ça se fixe, et dans les campagnes électorales, d'habitude, ça se fixe assez rapidement. Le même sondage nous dit que les 3/4 des gens savent pour qui vont voter. Dans le crop, oui c'est ça. 76 disent que les réponses sont définitives. Donc, ça bouge. Si on prend
Et c'est pour ça que les interventions en campagne sont de moins en moins efficaces, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ont fait leur choix. Et ce que nous dit cette rafale de sondage, c'est que c'est le non qui l'emporte. Alors effectivement, c'est pas à moi de dire ce qu'il y a à faire, mais j'imagine qu'il y a des choses à faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la campagne, là, on oublie ça pour le prochain mois parce qu'il n'y a strictement rien à faire pour changer les choses? Est-ce que c'est à ce point désespéré? Si on fait rien, c'est pris. Mais je pense que le sondage actuel nous donne quand même quelques pistes, disons, pour le camp du oui. Je pense qu'on se rend compte que plus les gens sont convaincus que le partenariat serait accepté par le Canada, plus on a tendance à voter oui. Donc, on peut essayer, disons, de convaincre le maximum de Québécois possible qu'il y aura effectivement un partenariat. Mais une autre lacune que je trouve, moi, et sur laquelle on pourrait peut-être miser durant le reste de la campagne, c'est, je pense qu'un manque au camp du oui, c'est qu'il n'y a pas de femmes sur le front, disons, des grands leaders qu'on voit. Contrairement au non, vous avez Mme Robillard, le camp du oui n'a aucune femme. Et pourtant, dans le camp du oui, c'est là où les adhésions sont les plus difficiles chez les femmes. Justement, ils ont beaucoup de difficultés. C'est l'électorat, disons, à aller chercher. C'est les plus récalcitrants, ce sont les femmes. Et justement, il n'y a aucune femme, disons, qui est mise en évidence par le camp du oui jusqu'à maintenant. Mais sur le fond... C'est un écart important, qui est plus important que ce qu'on s'attendrait. Les femmes sont plus portées à voter non, et dans des proportions plus fortes. Autrement dit, l'écart entre les femmes et les hommes est plus important, je pense, actuellement, qu'il était, mettons, à l'élection de 1994. À contrario, on donnait des conseils au camp du oui à l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que le camp fédéraliste pourrait réussir à faire un meilleur score qu'en 80? Est-ce que c'est possible de franchir la barre des 60 % Tout est possible, on peut d'écraser les forces souverainistes, je dirais certains? C'est parce que le problème, c'est ce que disait Claude, c'est que lorsqu'il y a des éléments associatifs de partenariat, le oui est plus fort. Et c'est sûr que si le vote se fait sur la séparation du Québec, comme dit le camp du non, là, on tombe à 40, mais ça on le savait, tout le monde le savait depuis des mois. Tous les sondages depuis, je dirais, 20 ans pratiquement, montrent que la séparation pure et simple, ça ne passe pas. En tout cas, depuis un an, c'était clair que le sondage Eurocrop en février montrait que c'était 40-60. Alors la question va être de savoir, est-ce que les gens vont voter sur la séparation ou est-ce qu'ils vont voter sur le partenariat? C'est ça qui va déterminer la force du oui. Et c'est ça l'enjeu, je pense, actuellement, pour les deux camps. Et c'est clair que le camp du non, sa publicité la semaine dernière n'était que la séparation, la séparation, la séparation. Tout à fait, je pense. Et dans le sondage, si le partenariat était assuré, ce que dit le sondage, c'est que le oui passerait à 50%. Mais ça, évidemment, on pourra jamais l'assurer avant. Le camp du non pour l'assurer. Le camp du non jouera bien ses cartes. Mais est-ce que, par ailleurs, sur le fond, il n'y a pas aussi quelque chose qui se dégage de votre CROP et de d'autres consultations où on constate que l'enjeu référendaire ou constitutionnel, pour parler de façon plus générale, sur l'échelle de Richter, là, ça ne fait pas un score terrible. On peut peut-être rappeler, parce que vous l'avez fait dans votre sondage, ce que ça donne. Par exemple, pour les Québécois, le niveau de préoccupation, on dit que ça les préoccupe beaucoup, là. À 71 % l'emploi, l'économie du Québec, la santé, les services sociaux. On parle évidemment de réforme des services de santé et services sociaux. Déficit du Québec à hauteur de 57 %. Et le référendum arrive, bon, quand même en 5e place à 51 %. La langue aussi, loin derrière à 42 %. Ce que ça nous dit, ça veut dire que le référendum, premièrement, n'arrive pas au meilleur moment pour le Parti québécois et pour les forces souverainistes. C'est pas le meilleur moment parce qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants en termes de préoccupation pour les gens, d'une part. Et d'autre part, ça nous indique aussi que des points sur lesquels la campagne du oui a commencé à axer sa publicité cette semaine, sur la situation des dangers pour le français au Québec si on vote non, par exemple, c'est pas des thèmes qui sont vraiment très, très importants pour les gens. Mais en fait, le problème que je vois, c'est que les 4 premiers thèmes sont liés au projet de souveraineté partenariat. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de lien qui est fait. Quand on dit le référendum, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, parce qu'en fait, c'est clair que maintenant, c'est une question dont on discute beaucoup dans les médias, donc effectivement, ça va prendre de l'importance. Mais les 4 premiers thèmes sont liés, en fait, dans la publicité du camp du oui. On commence à dire aussi que pour régler les problèmes économiques, le problème de l'emploi... Il faut passer par la souveraineté. C'est ça. Donc là, il y aurait comme un problème où les gens ne verraient pas le lien immédiat entre le projet qui est présenté par le camp du oui et la solution au problème qui les préoccupe effectivement, qui était connu depuis. Je vous soumets une question, en fait, c'est pas très scientifique. Cette semaine, c'est à un de nos bulletins, le 18h. On posait une question, on le fait tous les soirs, donc par téléphone. On disait, dans le cadre du redressement des finances publiques, le Québec doit-il s'engager dans la même voie que l'Ontario? C'était le jour, donc, de cette manifestation monstre. On a vu ce que ça donnait. On a eu 1841 répondants. À 67 % les gens ont dit oui, on doit faire comme en Ontario. Est-ce que c'est pas la preuve de ce que, justement, au Québec actuellement, il y a une direction, en tout cas, chez les gens,
Ce n'est pas nécessairement celle qui a été prise par le Parti québécois. C'est pas un sondage. Là, on s'entend, c'est pas scientifique. Parce que j'aimerais voir avec un échantillon, parce qu'on a toujours eu l'impression que les Québécois sont beaucoup plus sociodémocrates. Mais justement, alors que le projet du camp du oui, leur cœur à l'ouvrage est très social-démocrate. Mais ce que ça nous indique, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même des préoccupations économiques, la réduction du déficit, mais surtout la préoccupation économique, l'emploi, le chômage, tout ceci c'est relié. Et pour les gens ne font pas le lien entre ça et ce que propose le projet la souveraineté. de la souveraineté. À vous deux, vous alliez dire avant de terminer? Alors que c'est au cœur du projet. La souveraineté, c'est pas pour avoir un ambassadeur à Londres. La souveraineté, c'est pour régler des problèmes sociaux. Un flag sur l'oud, comme aimait à dire quelqu'un à une autre époque. Monsieur, je vous remercie infiniment. À vous aussi, Monsieur Gauthier. C'était très gentil à la maison. Je vous invite à rester avec nous. Dans quelques instants, c'est le retour de notre table d'analystes. À plus tard. Profitez du solde annuel pour visiter le plus important détaillant de poêles et foyers au Québec et économiser des centaines de dollars sur tous les produits foyer sécurité. Multifeu, tout feu, tout flamme. Solaris Québec 1991, portes et fenêtres en PVC. Choix de couleurs illimité. Solaris Québec 1991, fabricant de portes et fenêtres en PVC. Service d'installation. Solaris Québec 1991, Trois-Rivières 373-6701. Ne manquez pas le bateau, gagnez votre place à bord. Une super promotion avec des prix à gagner totalisant 16 000 $. C'est simple, avec tout achat de 5 $ et plus chez les marchands participants, demandez votre bulletin de participation et courez la chance de devenir finaliste pour le tirage de 4 croisières de luxe sur le magnifique bateau Imagination. Les tirages auront lieu le 19 octobre, les 2 et 23 novembre, ainsi que le 7 décembre. Suivez la vague et découvrez les avantages de magasiner au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Mon Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, le centre de l'action. Boutique Pierre, style décontracté, vêtements élégants, tenues chic. Boutique Pierre, mode masculine, nouvelle tendance, allure sportive. Boutique Pierre, vêtements chauds, confort assuré, couleur d'aujourd'hui. Boutique Pierre, service excellent, 2 succursales, Carrefour Trois-Rivières-Ouest, Galerie du Cap. Boutique Pierre. Lundi, à Shabada, nous recevons Joanne Blouin, Marina Orsini et Anne Dorval. Shabada, lundi, 22h. Nelson tente d'empoisonner Hélène. C'est le barbitol. Mais elle réussit à s'enfuir. Je suis sûre que Nelson a tué Anna. Je veux qu'il meure. La misère des riches, mardi 21h. Après 2 semaines de pause, nos amis et collègues journalistes sont de retour à la table pour commenter l'actualité assez riche, n'est-ce pas, de la semaine ou même des 2 dernières semaines. Alors avec nous, Jean Lapierre de Radio Média, puis Chantal Hébert, correspondante à Ottawa pour le quotidien La Presse, et enfin Richard Martineau, rédacteur en chef au Journal Voir. À vous trois, bonsoir, bienvenue à l'émission. D'abord, vous le disiez avant que les caméras ne s'allument, vous avez trouvé que Michel Bélanger est en forme? Moi, franchement, Stéphane, quand on m'a dit que Michel Bélanger était ici, j'ai dit, je pense que je vais arriver en retard, parce qu'il est drabe d'habitude. Et là, il a été très bon. J'ai l'impression qu'ils sont préparés plus qu'avant. Et peut-être que la gaffe des gens d'affaires les rend plus prudents, mais ce soir, ces lignes étaient visiblement bien préparées. Ils sentent aussi qu'ils ont le vent dans les voiles, donc ils peuvent maintenant se permettre de s'amuser un peu plus, comme disait M. Bélanger. Et je pense qu'on a bien fait comprendre, M. de Bonneguerre, M. Bélanger, que quand on est au-dessus de ses affaires, même quand on est sur la sellette, on a l'air d'être au-dessus de ses affaires et il réussit ça très bien. Est-ce que c'est pas à l'image de l'organisation de la campagne du Nord? Parce que Paul Larocque, notre collègue journaliste, qui est déjà, lui, sur l'autobus, il me dit, c'est vraiment, ou il me disait cette semaine, c'est vraiment une organisation extraordinaire, ça travaille de près, c'est bien huilé. Stéphane, je vais vous dire, moi, en politique, il y avait un vieil organisateur qui me disait, quand ça va bien, ça organise bien, mais quand ça va mal, ça organise mal. Et ça,
C'est de même dans toutes les élections. Mais là, ça organise bien pas mal. Ben là, ça organise bien pour eux cette semaine. Cet été, ça n'a pas de l'air à bien organiser. Et donc, il ne faut pas donner ça. Le contexte compte beaucoup plus que l'organisation. Et les stratèges sont ou bien pourris ou très bons, tout dépendant des résultats du sondage du matin. Alors, compte tenu de ce que les résultats sont bons, alors on dira que les stratèges sont bons pour eux en ce moment. C'est une classique. On glorifie toujours les stratèges des campagnes gagnantes. Souvent, ce sont des gens qui ont perdu des tonnes de campagnes. Prenez par exemple celle-ci. Ces gens-là ont perdu des campagnes contre le PQ. Ils ont perdu Charlottetown. Ils ont perdu contre le Bloc québécois. Je pense qu'ils ont même oublié ce que c'était que de gagner contre tout ce monde-là. Alors, évidemment, leurs stratèges ne sont pas devenus plus brillants. Ce sont essentiellement les mêmes en passant. Mais quand on a le trend puis la cause de son côté, effectivement, je vieillis, j'ai entendu M. Lapierre dire ça souvent. Puis à chaque Pourtant, fois, il n'y a pas encore de gagnant. gris, Chantal. Il n'y a pas encore de gris, vous êtes correct. Moi, je me pose en faux. Est-ce que ça a été une bonne semaine pour la campagne du non? Parce qu'ils ont été beaucoup sur la défensive, lundi, mardi, mercredi. À l'Apocatière, ça a été dur au cœur de l'Indien. Mais Stéphane, est-ce que la campagne fait la différence? Au fond, au début de la semaine, moi, que Daniel Johnson se fasse rabattre le taquin un petit peu à la Pocatière, je suis certain que dans notre fort intérieur, tout le monde était content. On a dit, ils sont trop triomphalistes. Ça nous faisait du bien. Et le restant de la semaine, je pense que ça s'est équivalu. Les gens du PQ ont trop réagi. Les Yvon Martineau de ce monde n'ont jamais administré une sacrée scène qui leur appartenait. Devenir des grands hommes d'affaires et faire la morale aux hommes d'affaires. Le Conseil du patronat, des découvertes incroyables qu'on a eues cette semaine. On ne savait pas qui était membre de ça. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben là, la nouvelle, c'était pas que Hydro-Québec se retirait du Conseil du patronat, c'est qu'est-ce que Hydro-Québec faisait dans le Conseil du patronat. C'était ça, la nouvelle. Ce qui était en tout cas extraordinaire cette semaine, c'est que c'est le non qui occupait le terrain. Le oui, on aurait pu se demander où il était rendu. Et c'est un renversement drôle. C'est une campagne référendaire, c'est la campagne du oui. C'est elle qui doit envoyer cette équipe-là, ces gens au but pour compter. Toute la semaine, on a vu le oui dans ses buts, et on a vu le non, il y avait le discours de Martin, il y avait M. Johnson qui était en campagne, et, etc. S'il n'y avait pas eu le Bloc québécois qui occupait le terrain à la Chambre des communes, jusqu'à un certain point, le show du oui cette semaine, c'était quoi? C'était M. Parizeau qui s'est précipité dans un studio de radio une journée. C'était des conférences de presse le matin pour répondre aux attaques la veille, dans une dynamique normale de campagne. C'est Louis qui a le contrôle de l'agenda. Il était censé avoir un plan pour remplir le terrain. C'est ça, là, les forces du oui se rendent compte qu'ils doivent créer un momentum, ils doivent susciter l'enthousiasme et la passion chez les gens, et c'est pour ça peut-être qu'ils délaissent de plus en plus le discours économique, qui est un discours rationnel et qui fait pas vraiment, qui rend pas les gens passionnés, pour revenir sur le côté de la culture et de la langue et tout ça. Mais on a vu que la langue, c'est pas un gagnant fort dans les sondages. Parlons de la culture. Vous étiez au spectacle des Arts, vous, vendredi. Est-ce que ça sera l'étincelle qui allumera la campagne? Est-ce que les artistes seront donnés à la campagne cette passion? Du tout, parce que je crois que ça ne transpirera pas en dehors des murs du Forum. D'ailleurs, c'est Michel Rivard qui dit essayer de faire transpirer ça à l'extérieur des murs du Vieux Forum. C'était les gens qui avaient payé 10 $, donc c'est des gens qui étaient convaincus. Et premièrement, la culture, elle n'est plus au centre des préoccupations comme en 1980. Maintenant, on parle beaucoup plus d'économie, on le voit dans les sondages. Donc, c'est avant tout ça. La culture, c'est un peu maintenant un sideshow, qu'on peut dire en bon français. Est-ce que ça va être une campagne plate? On a l'impression... je ne veux surtout pas imaginer ce soir et surtout pas annoncer que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais on écoute les sondeurs, ils disent, écoutez, c'est presque en train de se solidifier dans le béton, c'est presque coulé. Mais il n'y a pas de surprise là-dedans. Et les stratèges du oui vont vous dire privément qu'ils se donnent un maximum de 10 jours pour avoir une chance de monter leur score. Après ça, ça se solidifie. C'est le cas de toutes les campagnes. Et peu de campagnes changent radicalement du début à la fin. Là, vous allez me sortir Mike Harris, parce qu'on vient de le voir. Mais ce qui était établi avant que Mike Harris arrive, ce qui était certain, c'est que le NPD allait perdre. Ce qui était moins certain pour qui connaissait l'Ontario, c'est qui allait réussir à profiter de la vague. Mais la vague, généralement, a pris un bon courant avant qu'une campagne commence. Et là, on dit aussi que ça va jouer sur les indécis. Peut-être qu'on peut aller chercher les indécis, mais on en parlait. Les indécis, est-ce qu'il existe vraiment des gens... Ils sont plutôt discrets indécis. C'est ça. Parlons de ces gens d'affaires aussi, parce que vous le disiez, c'est pas nécessairement les artistes qui vont réussir à soulever les masses. Il y a eu les quelques gaffes, on en a parlé en début d'émission. Ça aura de l'impact ou pas? C'est déjà oublié? C'est oublié. Premièrement, qui est Claude Garcia? Moi, je n'avais jamais entendu parler de Massacre Vie et je suis certain que je n'en réentendrai jamais parler. Donc, c'était une gaffe d'un jour. On va réentendre parler de Laurent Baudouin. Il revient sur la scène mardi à la Chambre de commerce et je suis content qu'il revienne pour une raison très simple. Le droit de parole, moi je pense que les gens d'affaires ont autant de droit de parole que les artistes, que les médecins pour le oui, que les chefs syndicaux. Ces gens-là, il va falloir qu'ils soient prudents dans leurs commentaires, ils sont sur une glace politique. Et quand tu es sur la glace, tu t'attends à avoir des 6 pouces d'un côté. Mais en réalité,
je pense qu'ils vont continuer d'être présents pendant toute la campagne. C'est l'argument qui pogne pour le non. Et la réaction de Jacques Parizeau à la Standard Life en particulier, qui dit « Oh, écoutez, là, il va falloir qu'on regarde ce qui s'est passé avec eux parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres depuis 2 ans. Donc, ils risquent de perdre un contrat de 11 millions de dollars. » Ça fait plaisir aux souverainistes. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens qui ont trouvé M. Garcia désagréable. Mais le public du référendum, le public du oui et du non, c'est des électeurs effarouchés et craintifs à qui on vient de dire depuis plusieurs mois déjà, grâce à l'opposition libérale, et dont c'est la job, que le gouvernement est un gouvernement vindicatif, qui se venge, qui déplace les gens quand ils ne sont pas d'accord avec son credo, qui se débarrasse des employés quand leurs analyses ne coïncident pas avec ce qu'ils voudraient entendre. Et je crois que, dans un certain sens, M. Parizeau, en faisant ça, aussi publiquement, a un peu perdu le terrain moral que M. Garcia lui avait donné. M. Garcia était vraiment quelqu'un qui rappelle à tout le monde que non, les Québécois ne veulent pas que la souveraineté soit écrasée. Même ceux qui votent non, il y en a beaucoup qui ne veulent pas ça. Mais en voyant M. Parizeau prendre toute la force de son gouvernement et dire, vous allez voir... Je crois que pour la galerie pour laquelle il doit jouer ce référendum-là, c'était probablement pas la chose la plus brillante. Bon, parlant de galerie, moi je vous parlais surtout des loges qui doivent commencer à se remplir à Ottawa parce que vous avez des bons débats à Ottawa. Mais avant de vous questionner directement, Chantal, vous avez des billets de saison, vous, on va parler ici à ceux qui de Montréal voient la chose. Des billets de saison? Peut-être, c'est gentil. Le Bloc comptait beaucoup sur sa présence pour fermer le bec au premier ministre, pour bien montrer qu'on voyait aux intérêts du Québec et qu'on mettrait sur la défensive le fédéral. Vous avez l'impression que ça marche, vous, de mettre sur la défensive le fédéral, Richard? Non, du tout. Moi, je trouve que ces temps-ci, c'est le fédéral qui attaque et le Bloc défend, le Bloc réplique, mais c'est pas eux qui... Qui n'ont pas l'initiative, alors? Ils n'ont pas vraiment l'initiative. On les sent pas vraiment très forts à Ottawa. Mais ils avaient aussi monté le niveau d'attente. Michel Bouchard avait dit, moi, je vais arriver là comme un gladiateur et vous allez voir, Chrétien, je vais le mettre à terre. Et la réalité, c'est que le gouvernement, cette fois-ci, contrairement à 1980, en 1980, à chaque fois qu'il y avait un discours, on se levait et on chantait au Canada, tout le monde disait la même chose. Cette fois-ci, le gouvernement est prêt et ils ont des réponses parce qu'ils savent qu'ils ont une opposition qui était contre eux et des deux bords. Et avec ils ne peuvent pas tracer ni le Réforme ni le Bloc, donc ils sont prêts cette fois-ci. Donc c'est fini les excès au Canada, puis on va donc comme on a fait en 80. Jusqu'à voir M. Chrétien, tout sourire, répondre à Lucien Bouchard, qui ne semblait absolument pas angoissé cette semaine, à plusieurs occasions, très sûr de lui. Lui qui n'a pas toujours aux communes eu le meilleur face à M. Bouchard. Alors là, cette semaine, vraiment, avec un aplomb remarquable. Avec un aplomb remarquable parce que le plan de match, c'était de donner chaud à M. Chrétien. Ce qu'on a vu depuis 2 semaines, c'est qu'on lui donne de moins en moins chaud et qu'il passe de plus en plus de temps assis comme un banquier à regarder ses ministres répondre. Mais 2 choses. D'abord, Lucien Bouchard, c'est le grand atout de la souveraineté, mais pour inspirer les gens à voter oui. À la Chambre des communes, c'est pas le genre de discours qu'il peut faire. Il doit critiquer le gouvernement. Deuxième chose, quand il le fait et qu'il est très bon, c'est excessivement pernicieux parce que ceux qui ne sont pas sûrs se disent ben, de toute façon, on a notre police d'assurance à Ottawa. Regardez comme il fait bien ça. Il s'occupe de nos pensions. Il s'occupe de nos pensions. Bonne ou mauvaise stratégie. On n'a pas besoin, à la limite, on n'a pas besoin de se séparer parce qu'il y a quelqu'un qui défend nos intérêts à Ottawa. Donc, on a notre police d'assurance. Est-ce qu'il faudrait sortir Lucien Bouchard des communes? Et mettez Preston Manning, qui est leader de l'opposition, et ça aiderait beaucoup peut-être le candidat oui. Et vous feriez quoi de Lucien Bouchard? En campagne, il ne serait pas plus efficace au Québec, partout sur les tribunes? Oui, mais il va l'être sur les tribunes. La période de questions, ça dure juste 1 heure par jour. Le restant du temps, il va être sur les tribunes. Maintenant, il faut aussi que le monde aille dans les salles. Et la réalité, moi, je suis allé sur le Mont-Royal. Il y avait 1000 personnes. 1000 personnes pour Montréal. J'avais un déjeuner de bin à Granby pour 1000 personnes. Franchement, c'est pas de monde. Ça. Chantal, je vous donne le mot de la fin. Monsieur Bouchard, vous pouvez sortir sur la route, mais les gens qui doivent voir un par un, c'est dans vos bulletins de nouvelles. Alors, vous me dites si vous allez passer tous les soirs, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Johnson, M. Chrétien. Alors, je ne ferai pas de réponse. Vous avez vu l'air de Chantal Hébert. On revient, nous, dans quelques instants pour le légendaire mot de la fin. Il a changé. Alors, revenez, vous allez voir. Il y a des surprises. Le château Mont-Sainte-Anne. Moi, mal de tête. Ça me m'atterre. Ça me fait mal ici. Mal de tête? Je lâche tout. Votre douleur, soulagez-la à l'aide des gels 4 Tylenol extra fort. C'est tout le pouvoir d'action de Tylenol extra fort contre le mal de tête, enrobé de gélatine et facile à avaler. Alors c'est dire adieu au mal, sans se donner de mal à avaler. C'est simple, ça marche. Moi, ça règle mon problème.
Là, je me sens en pleine forme. Les gels Captylénol extra forts. Il y a de quoi se fier à leur efficacité. De nos jours, le monde médical reconnaît la puissance d'Aspirine Extra Fort pour soulager efficacement les pires maux de tête, la fièvre, les douleurs arthritiques, musculaires et articulaires. Aspirine fait tout cela. Pour le soulagement de la douleur, c'est toujours Aspirine. Vous aspirez à devenir pilote? Nado Air Service vous offre un cours tout à fait révolutionnaire. 25 heures de formation et vous obtiendrez une licence de pilote récréative. Alors assistez à la soirée d'information lundi 2 octobre à 19h. Pour information, 377-4387. Le premier sur la nouvelle. Dès 18h. Des journalistes branchés. En direct de l'action. De partout au Québec. 24 heures en 30 minutes. Le TVA de 18h, direct sur la nouvelle. Texas. 20 ans plus tard. 800 000 $. L'affaire se complique. Qui êtes-vous? Un homme venu arranger les affaires. Drogue ou cambriolage? Si vous suspectez signaler à qui? Une dangereuse découverte en primeur avec Chris Christopherson ce samedi 20h30. Et à 23h45, assistez au tirage quotidien de l'Auto-Québec à TVA. Fort Boyard, forteresse de la peur. Derrière les murs, l'inconnu. Sylvie Legault et Pierre Jobin devront aller au bout d'eux-mêmes. L'expérience ultime. Fort Boyard, vendredi 19h à TVA. Le château Mont-Sainte-Anne. L'aide humanitaire à l'échelle mondiale est remise en question. Au Rwanda, en Bosnie, les forces de l'ONU s'enlisent un peu plus chaque jour. Le match de la vie, ce mardi 20h à TVA. Cette semaine, à qui vivent ces soldats conformes pour se battre, mais à qui on demande de ne pas intervenir en zone de guerre. Tout ce qui vous reste, c'est des fantômes qui viennent vous hanter régulièrement. L'invisible maladie des casques bleus. Qui vivent ce mercredi 20h30 à TVA. Les émissions des 2 dernières semaines ont suscité beaucoup de réactions. Vous avez écrit, nombreux. Nous serons dorénavant à votre écoute plus systématiquement. Pour communiquer avec nous, vous écrivez à l'émission L'événement, case postale 1515, succursale C, Montréal-Québec, H2L 4K6, H2L 4K6. Par télécopieur, vous faites le 598-6064 dans le 514. Alors, une première lettre qui nous vient de David Wood de Saint-Lambert qui nous écrit suite à la diffusion de l'émission spéciale qui réunissait les chefs du oui. J'aurais souhaité entendre les commentaires de messieurs Parizeau, Bouchard et Dumont sur le jugement Lesage. Où se situe le citoyen ordinaire dans tout ça? Quand je lis la quarantaine de mots entre guillemets de la question référendaire, j'ai l'impression qu'on me demande si je suis pour ou contre la souveraineté. Quand je lis les 2 documents incorporés par référence dans la question, j'ai l'impression qu'on me demande de cautionner un coup d'État. 2 questions, et franchement, j'aurais préféré qu'on me les pose séparément. Encore une fois, ça vient de M. Wood à Saint-Lambert. Puis, une autre lettre arrivée cette semaine, elle nous vient de Chantal Lantagne de Victoriaville qui nous dit « Je fais partie de cette minorité face à ce référendum du 30 octobre prochain. Je dois vous dire que je trouve cela épouvantable de voir les budgets qui sont alloués aux 2 gouvernements pour ce référendum. Ils s'amusent à couper au niveau de la santé, de l'enseignement, du chômage, mais ils ont de l'argent en quantité pour le référendum. Je me dis que je n'ai pas envie de voter pour aucun d'entre eux. Je me pose ces questions à l'intérieur de moi-même. Que s'est-il passé depuis le référendum de 80? Ce que je veux dire aux Canadiens, c'est voter selon votre cœur. Ne vous laissez pas intimider par la peur. Posez-vous des questions à vous-même. Et vous, les gouvernements provincial et fédéral, arrêtez de vous battre entre vous, mais battez-vous surtout pour nous. Alors, je vous le rappelle, si vous voulez nous écrire, il faudra prendre un crayon papier. L'événement case postale 1515, succursale C, Montréal-Québec, H2L 4K6, 598-6064. À tous, une excellente semaine. Restez à l'antenne pour les informations qui suivent à l'instant. Au revoir.
Si ça se sait que tu as fait des films porno... Attention, le meurtre peut nuire à votre santé. Ciné Colombo, samedi 18h30. Chem, la station d'ici. Le décret est adopté, la campagne référendaire est lancée aux urnes le 30 octobre. Pour Daniel Johnson, un Québec souverain n'aura pas plus de pouvoir politique et l'économie ne sera pas plus forte. Grande marche pour la lutte au sida sous le soleil, 25 000 personnes dans les rues de Montréal. Bonsoir, mesdames, messieurs. D'abord, à Montréal, une explosion vraiment retentissante s'est fait entendre dans tout l'est de la ville. Ça s'est passé vers 10h35 ce soir. Ça vient tout juste de se passer. On l'a ressenti également ici. Selon les premières informations, une bombe de très forte puissance aurait explosé au local des Rock Machines sur la rue Huron. On va rejoindre immédiatement au téléphone Gaétan Giroir. Gaétan, vous avez davantage d'informations là-dessus? Oui, effectivement, c'est une bombe qui a lourdement endommagé la façade du local des Rock Machines. C'est situé au pied du pont Jean-Cartier. Je ne sais pas, Sophie, si on a les images que nous avons fait parvenir il y a quelques instants. On va les découvrir ensemble. Ce sont des images qui ne sont pas montées, c'est-à-dire qui ne sont pas assemblées. C'est directement du ruban. Donc, il se peut qu'il y ait des coupures, mais c'est vraiment live parce que c'est survenu il y a moins de 30 minutes. Voilà. Alors, comme vous le voyez, la façade a été endommagée. Il faut vous dire que c'est un édifice très robuste, un édifice de briques. Et le haut a été endommagé. Il y avait à l'intérieur du local un membre, ou en tout cas un sympathisant des Rock Machines qui montait la garde, comme c'est le cas dans ce genre d'endroit. Il n'aurait pas été blessé, en tout cas pas sérieusement, mais les dommages sont considérables. Alors, on l'avait dit ces derniers temps, la Sûreté du Québec l'avait dit. On s'attendait à un coup d'éclat. À une riposte parce que les Rock Machines avaient frappé fort contre les Hells Angels. Eh bien, je pense que ce soir, on a la réponse. Au moment même où je vous parle, Sophie, notre camion de transmission en direct se déploie et vous allez avoir une image imprenable en direct dans quelques instants. On vous voit actuellement, ben là, on Gaétan. me dit c'est ça, on est installé. Voilà. Je ne sais pas si Eric Peters peut me donner le microphone. Moi, je ne peux pas vous entendre. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment live à la télévision. Et là, du téléphone, on passe avec la technologie moderne. Vous voyez l'image derrière moi de ce local qui a été endommagé. Un local qui, comme je vous le disais, est un des locals de motards les plus modernes et les plus solides au pied du pont Jean-Cartier. C'est surtout le haut, donc la partie de la toiture qui est en aluminium, qui a été soufflée. On voit aussi qu'il y a des vitres blindées qui ont éclaté, mais le reste, évidemment, la brique a résisté à cette importante explosion qui est survenue sur le coup de 22h35. Oui, on voit actuellement où ça s'est passé, donc au coin Papineau, Ontario, à la sortie du pont Jacques-Cartier. Selon ce que vous savez, Gaétan, est-ce qu'il y a des blessés? Vous disiez tantôt qu'il y avait un sympathisant à l'intérieur du local. Bon, écoutez, aux dernières nouvelles, s'il est blessé, il n'est pas blessé sérieusement. On peut peut-être s'approcher du local. S'approcher autant que nous le permettront les services de sécurité. Comme vous le voyez, les pompiers de Montréal sont là. Je continue de tenir mon téléphone parce que c'est la seule façon pour moi de vous entendre, Sophie. Alors, comme vous le voyez... C'est une bombe très forte, Gaétan. On a ressenti ça à peu près partout. On a eu des téléphones ce soir de Saint-Lambert. Exact, sur la rive sud de Montréal, donc de l'autre côté du pont Jean-Cartier. Vous voyez, il y a une partie de la brique tout de même qui a été littéralement soufflée par l'explosion. On voit à travers la fenêtre, ce que l'on voit, c'est le salon principal des Rock Machines. Il m'a été donné déjà dans le passé de visiter le local. C'est là que les Rock Machines se regroupent avec leurs connaissances. Il semble qu'il y avait une personne à l'intérieur, comme je vous le disais, et à l'arrivée des policiers, bon, cette personne a été en mesure de leur dire ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a une voiture, une Cadillac, qui est souvent devant le local des Rock Machines et qui a été lourdement endommagée. Il y a des dommages jusque sur la rue Ontario, donc la rue Ontario qui est cette rue-là ici au coin de Huron. On voit les pompiers autour de vous, Gaétan. Il y a eu, j'imagine, un incendie important. Ben, c'est-à-dire que non, à première vue, il n'y a pas d'incendie ici sur place, comme dans la plupart des explosions. Beaucoup de dommages, ça a été soufflé, mais pas d'incendie à première vue. Mais pour vous dire une chose, c'est que la caserne des pompiers est tout juste à côté. Les pompiers sont les voisins immédiats des Rock Machines.
Bien. Alors, comme vous le disiez tantôt, il y a de bonnes chances que ce soit une riposte. On se rappelle, il n'y a pas très longtemps, le meurtre de Richard Raymond. Vous en saurez davantage, j'imagine, quand vous serez en mesure de parler aux policiers. Écoutez, Sophie, vous l'avez vu, là, je suis arrivé en ondes en direct en découvrant la caméra en même temps que vous. D'ici la fin du bulletin, si on a d'autres informations, plus de détails, sans l'ombre d'un doute, on revient en direct avec vous. On vous reviendra. Merci beaucoup, Gaëtan. Voilà, la campagne référendaire, maintenant, c'est maintenant officiel. La campagne s'est mise en branle cet après-midi. Le Conseil des ministres a adopté le décret gouvernemental. Nous serons donc tous appelés à voter dans 29 jours exactement. Le premier ministre Jacques Parizeau affirme que ce référendum, ce sera peut-être le dernier. Il accuse Ottawa de préparer le pire advenant un non de la part des Québécois et il soutient que Jean Chrétien a la responsabilité de participer à un débat télévisé. Bernard Plante nous dit ce qu'il y en est. Comment? Chaque arbre avait sa propre délégation. Avant de faire adopter le décret référendaire, le premier ministre Parizeau a tranquillement fait le tour du domaine Cataraqui à Sillery, près de Québec, histoire de projeter une attitude confiante. En ce début de campagne qui s'annonce très dur, des militants ont apporté encouragement et conseil au premier ministre. Sortez Félix Leclerc, s'il vous plaît. Sortez les cassettes de Félix. Au terme d'une rencontre d'1 heure avec ses principaux ministres, Jacques Parizeau a dit qu'il allait insister pendant toute la campagne référendaire sur les conséquences d'un non. Ottawa, répète-t-il, menace les programmes sociaux. Sur le plan des pensions de vieillesse, de l'assurance chômage, on a l'air à l'heure actuelle d'attendre simplement un non pour déclencher le pire. En sens, Jacques Parizeau y tient et il veut voir le premier ministre Jean Chrétien participer à un débat télévisé. Je veux que M. Chrétien vienne expliquer devant les Québécois les conséquences d'un non. C'est la moindre des choses. Il fait flotter à l'heure actuelle toute espèce de choses dangereuses après le 30 octobre, si on vote non, qui viennent expliquer ça aux électeurs du Québec. Regarde, si tu l'as au brut avant... Pour minimiser l'écart de 8 à 10 points favorable au camp adverse dans les derniers sondages, le oui a sorti le sien. Il ramène cet écart à 5 ou 6 points en faveur du camp du non. Non, il n'y a pas 8-10 points d'écart. Les écarts sont moins considérables que cela. Cependant, je pense que la partie est plus serrée qu'on pourrait le souhaiter. Puis si jamais il y a un non, ce sera la décision de la population. On va accepter la décision de la population, mais je suis très confiant qu'on n'aura pas à travailler avec ce scénario-là. Ça sera difficile, admettaient Lucien Bouchard et Mario Dumont, juste avant une séance de travail avec Jacques Parizeau. Les trois chefs ont cependant vu l'organisation accélérer le rythme sur le terrain. Les pancartes du oui sont maintenant bien visibles. Chers Québécois, chers Québécois. Dans une adresse à la population, le premier ministre a laissé entendre qu'il s'agissait peut-être du dernier référendum. Il est possible que le 30 octobre soit notre dernier rendez-vous collectif. S'il veut reprendre du terrain, le camp du oui doit forcer le jeu. Le premier ministre a évoqué un thème que les souverainistes avaient pratiquement classé tabou depuis des années, la situation du français à Montréal. Jacques Parizeau affirme que dans 25 ans, la majorité des Montréalais ne sera plus francophone. Bernard Plante, TVA, à Québec. De son côté, le chef du camp du non accuse Jacques Parizeau d'essayer de faire dévier le débat en faisant porter la campagne du oui sur l'avenir des programmes sociaux. Le chef libéral met en garde les Québécois et il affirme que le gouvernement ne cherche qu'à cacher l'enjeu véritable du référendum. Le reportage de Paul Larocque. Daniel Johnson descend dans l'arène référendaire en refusant mordicus de s'engager sur le terrain choisi par Jacques Parizeau. C'est une gigantesque blague que tente de nous faire avaler Jacques Parizeau. Si on vote non, le 30 octobre... C'est entouré de militants qu'il a vu le leader souverainiste insister sur les conséquences d'un non, entre autres sur les programmes sociaux. Le 30 octobre, la décision que le gouvernement du PQ nous invite à prendre ne vise qu'un objectif. Voulons-nous, oui ou non, que le Québec se sépare du Canada? Et car Daniel Johnson n'a pas mis temps à mettre en garde les Québécois. Le choix du 30 octobre, dit-il, ne porte pas sur le chômage, pension de vieillesse, bref, sur des choix budgétaires, mais sur un pays. Et il accuse Jacques Parizeau de tenter de berner les Québécois. Qu'est-ce qu'un Québec séparé avec un déficit de 9 à 15 milliards va faire des programmes sociaux? Parce que Jacques Parizeau est en train sérieusement de nous dire qu'il veut qu'on vote sur des choix budgétaires des 10 prochaines années en Amérique du Nord. C'est de détourner l'attention, c'est un détournement de mandat, ça. C'est un détournement de mandat pur et simple. Si on pouvait un peu sourire à
Visiblement confiants et forts d'une avance indéniable dans les sondages, les fédéralistes s'en tiennent à leur plan de match. Un plan où Jean Chrétien n'aurait au fond qu'un rôle accessoire pendant la campagne. À peine 2 ou 3 apparitions publiques en un mois. Et où surtout il n'est pas question que le premier ministre fédéral ne participe au fameux débat télévisé qui est toujours prévu pour le 16 octobre, en principe. Ici Paul Larocque, TVA, à bord d'autobus du Nom, à Québec. La Fédération des femmes du Québec vient de prendre position dans la bataille référendaire. Les membres de la Fédération se sont prononcés en faveur de la souveraineté dans une proportion de 83 %. Selon la présidente Françoise David, un oui n'offre pas toutes les garanties d'égalité aux femmes, mais elle ajoute que la souveraineté mettra fin aux négociations stériles entre Québec et Ottawa. Ce sont plus de 25 000 personnes qui ont participé à sa marche pour vaincre le sida. Ce marcheton qui vise à amasser des fonds pour vaincre le mal du siècle. Pour la 3e édition, les marcheurs ont récolté $1 demi-million. Dominique Carpin a fait un bout de chemin avec quelques marcheurs. C'est à la fois la marche la plus triste et la plus joyeuse de l'année. Une marche où l'espoir et la mort se côtoient sans cesse. 8 km à pied, ça marche. 8 km à pied, ça marche pour le sida. De la tristesse parce qu'on pense aux gens qui sont décédés, à ceux qui sont malades, qui vont mourir. Et en même temps, la solidarité, c'est, je pense, l'espoir. Pourquoi marcher pour vaincre le sida au Québec? D'abord parce que c'est ici qu'on dénombre le plus de femmes et d'enfants atteints du sida au Canada et qu'à chaque jour, une personne de plus est infectée par le virus. C'est dommage. Il faut continuer à informer. Il faut continuer à informer dans tous les milieux, juste pas dans notre milieu, pas juste dans notre milieu à nous, mais dans le milieu aussi des drogués qui l'attrapent par le sang. Je suis ici aussi pour dire que je voudrais qu'on continue à être près des gens qui sont malades du sida, qu'on continue à les aimer, qu'on arrête de penser que d'être HIV positif, c'est quelque chose de banal. Des dizaines d'organismes d'aide aux sidéens et à leurs proches se sont donné ce mandat. L'argent amassé aujourd'hui représente pour certains de ces organismes une question de survie. Non, on ne serait pas capable de subvenir à nos besoins. Vous avez vraiment besoin de cette marche-là? On a besoin de cette marche-là. 25 000 personnes au total ont pris part à l'événement d'aujourd'hui. 8 km et demi plus tard, ils auront permis d'amasser 545 000 $. Un petit pas pour ces marcheurs, mais un grand pas pour la cause. Dominique Carpin, TVA, Montréal. Voilà, on fait une petite pause maintenant pour parler météo. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Sophie. Eh bien, on va faire le bilan, si vous voulez bien, du mois de septembre. Pourquoi pas? Un court bilan émis par Environnement Canada qui nous révèle que pour la plupart des régions, plusieurs régions au Québec, en fait, septembre a été un mois légèrement plus frais que la normale, moins pluvieux, mais surtout plus ensoleillé. C'est ce qu'il faut retenir. Pour vous donner un exemple plus concret pour Montréal, 216 heures d'ensoleillement, la normale est de 170. Alors voilà pour le bilan. Les prévisions météo vont suivre en détail très bientôt. On passe maintenant aux résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Tout d'abord avec la quotidienne à 3 chiffres. Le numéro gagnant est le 446. Le trou de percée dans le bas de la façade de la forteresse. Vous voyez le haut qui est en aluminium et qui a été aussi complètement arraché par cette explosion. Regardez les voitures autour. Il y a une Cadillac là, qui est toujours stationnée devant le local des Rock Machine qui a été endommagée. Et avec Eric Peters, on va vous montrer ici là, les dommages au magasin. Le local des Rock Machine est situé au pied du pont Jean-Cartier, tout juste voisin de la rue Ontario. Regardez ici, il y a un dépanneur. Toutes les vitrines ont été complètement soufflées par l'explosion et la bombe pourtant a été déposée en face du local. Donc toutes les vitrines du dépanneur en face ont été soufflées par l'explosion. Regardez de l'autre côté de la rue, même chose pour ce restaurant. Toutes les vitrines ont été arrachées et il y a au moins 4 ou 5 autres immeubles qui ont été lourdement endommagés par cette explosion. Il n'y aurait pas de blessés, c'est un véritable miracle, mais comme on le disait un petit peu plus tôt, il semble que ce soit la riposte dont on parlait. Voilà. Une bombe extrêmement forte, puisqu'on a ressenti jusqu'ici, Gaétan, je peux vous dire qu'à Télémétropole, on a senti tous les murs vibrer. Oui, bien pour situer les gens de partout au Québec, il faut dire que Télémétropole est à 3 coins de rue, ou à peu près du local des Rock Machine, mais de l'autre côté du pont, du pont Jacques-Cartier, sur la rive sud de Montréal, des gens l'ont entendu aussi. On l'a senti également. Merci beaucoup, Gaétan. À plus tard. À plus tard. Un incendie majeur fait rage depuis 17h30 à Sainte-Thérèse, dans un des derniers couvents de sœurs cloîtrées qui subsistent au Québec.
Les flammes qui auraient pris origine dans la cuisine de l'hôtellerie se sont propagées par la toiture de l'édifice. Vous restez avec nous, on vous revient dans 2 minutes. Faites comme eux, sautez sur l'occasion. Le papier hygiénique Cottonelle, 8 rouleaux, seulement 2,69 $. Des prix comme ça, on vient de partout pour en profiter. C'est effectivement c'est la faute d'Environnement Canada. C'est excellent, ça. Que voulez-vous? Je vais vous l'expliquer ce qui s'est passé. Il y a une basse pression. Il y a toujours une explication à tout. Alors, il y a une basse pression qui était en provenance des Grands Lacs. On prévoyait vraiment que le système était pour passer très, très au sud. Finalement, il a remonté un peu vers le nord. Je vous avoue qu'à Trois-Rivières, Québec, il a fait très, très beau samedi. J'étais à Trois-Rivières, c'était ensoleillé, très beau. Tout comme à Los Angeles, cet après-midi, c'était ensoleillé. On avait sensiblement le même temps et après-midi à Los Angeles, il faisait 21-22 degrés. Toutefois, pour nous, les prévisions, la nuit prochaine, le ciel va s'ennuager graduellement, donc on aura de plus en plus de nuages. Et demain, il y aura des possibilités d'averses entre 40 et 60 % pour le sud-ouest. Évidemment, je vous donne tout ça en détail dans moins de 10 minutes. Encore une fois au combat. Voici pour l'instant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Alors, on y va tout de suite. Nutritive des céréales multigrains Kellogg Just Right. Kellogg Just Right, délicieusement légère et croustillante. En Somalie, des rebelles ont encore une 300 immigrés chinois illégaux fait craindre une nouvelle vague d'immigration clandestine aux États-Unis. Dans l'espoir de décourager un tel mouvement, le capitaine et l'équipage du navire devraient être condamnés à une lourde peine de prison pour contrebande. L'échouage d'hier a fait 8 morts parmi les immigrants clandestins. La saga Woody Allen-Mia Farrow vient enfin de se terminer. Et c'est Mia Farrow qui a gagné ce long procès. Elle a obtenu la garde des 3 enfants du couple. Woody Allen devra se contenter d'un droit de visite très limité. De grande envergure à Montréal, la création d'un tout nouveau et super centre universitaire. L'Université McGill et 5 hôpitaux qui lui sont rattachés veulent créer ce super centre d'ici l'an 2002. Le centre universitaire McGill des sciences de la santé, c'est comme ça qu'on va l'appeler, comprendrait 1128 lits, un projet d'1 milliard $. Sophie Thibault nous donne les détails. Les hôpitaux anglophones du centre-ville étouffent. Plus du tiers de leurs immeubles ont été bâtis entre 1889 et 1913. Dans un contexte d'augmentation des coûts de santé, de coupure de budget et de personnel, rien ne va plus. Le groupe de travail formé par l'Hôpital général, le Royal Victoria et l'Hôpital neurologique, l'Hôpital de Montréal pour enfants et le Centre thoracique endossent les recommandations de la firme CGO. Elle avait reçu le mandat en avril 92 d'étudier le scénario d'une fusion. C'est certain que nos hôpitaux ne peuvent pas rendre le même service que les hôpitaux à Boston, à Hanover, à Alberta, en Angleterre, qui commencent, et je parle toujours des hôpitaux anciennement, qui commencent des fusions. Il est hors de question d'investir 436 millions pour des rénovations majeures dans tous ces locaux éparpillés aux 4 coins de la ville. Le rapport appuie donc la création d'un super centre hospitalier de 1128 lits de courte durée. Les experts conseils ont retenu 7 emplacements potentiels dans ce vaste quadrilatère. Le coût, 1 milliard, dont les 3/4 proviendraient d'économies sur les dépenses de fonctionnement et la vente des sites actuels. Il resterait donc environ un quart à trouver avec un financement, une campagne de financement auprès de notre communauté et un financement gouvernemental à discuter. S'amorce maintenant une large consultation sur le rapport qui devrait prendre fin à l'automne. Les Montréalais francophones pourraient se retrouver dans 10 ans avec leur plus important hôpital universitaire à des kilomètres du centre-ville, mais avec un super hôpital anglophone qui en vaut 5. Sophie Thibault, TVA, Montréal. Que diriez-vous si votre banque... Précautionneux. Vous n'avez plus 20 ans et vous tenez à ce que vos meubles arrivent en bon état. Le contrat est signé. Cette fois, ce sont des déménageurs professionnels qui feront le travail. Mais prenez le temps de bien le lire, ce contrat. Vérifiez d'abord si la compagnie avec laquelle vous faites affaire est bien en règle. Lorsque vous engagez le service d'un déménageur,
Il est habituellement qualifié et professionnel. À ce moment, il est détenteur d'un permis, a les assurances et également enregistré au niveau de la Commission de la santé et de sécurité au travail. On vous a peut-être dit par téléphone qu'en cas de perte ou de dommage, tous vos biens seraient assurés. Mais sachez que si vous emballez vous-même vos choses, c'est vous qui êtes responsable. Si la boîte elle a tombé, ne serait-ce que dans les escaliers ou en bas du camion, là, c'est évident que l'assurance va vous couvrir. Vous allez avoir votre dédommagement qui s'impose à ce moment-là. Les types d'assurance diffèrent d'une compagnie à l'autre. Dans certains cas, une protection supplémentaire est nécessaire. Exemple, il vous abîme une table ou encore échappe le réfrigérateur. À ce moment-là, il est très important de vérifier sur notre contrat, à savoir, est-ce que nous avons, le déménageur s'engage à nous rembourser la pièce. Se maintenir pour demain. Alors, voyons voir de plus près les prévisions. Tout d'abord, en commençant par le sud-ouest demain lundi. Le soleil sera un peu plus discret puisque partout, on connaîtra un ciel variable. De faibles probabilités d'averses, 30-40 sont en vigueur pour les Laurentides, l'Outaouais et Montréal. Température maximale prévue demain entre 19 et 22 degrés. L'aperçu pour mardi nous donne peu de changements pour ces régions. Ce sera nuageux avec éclaircies. 30 de probabilité d'averses pour les Laurentides et l'Outaouais. Et on perd quelques degrés avec des maximums variant entre 16 et 19. Pour les régions plus à l'est, demain, du soleil pour la Gaspésie. Pour la détails sur cette explosion qui a secoué l'est de la ville de Montréal. Je vous souhaite une bonne semaine. Les sports suivent avec Luc Lebel. Offrir et recevoir une rose. Quel plaisir! Imaginez une douzaine. Eh bien, cette semaine, le Centre des Roses vous offre une douzaine de roses pour seulement 18 $. Le Centre des Roses, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-la-Madeleine. L'amour, toujours l'amour. Plafond, mur, plancher, voici Fibrocontact, la nouvelle vadrouille tout usage, les essentiels Atlantiques. Avec elle, la propreté a le bras long. La tête s'enlève très facilement, nécessite moins d'eau, moins de savon et elle se replace en un tournement. Ces microfibres délogent parfaitement les graisses et les saletés incrustées dans les moindres aspérités. Plafond, mur, plancher, sa tête pivote pour mieux travailler et pour mieux laver. Elle se nettoie à la machine. Fibrocontact quand on désire un lavage en profondeur. Pour votre propre satisfaction. Coulé dans le rock. Cette semaine, à qui vivent ces soldats conformes pour se battre, mais à qui on demande de ne pas intervenir en zone de guerre.